Bonjour et excellent réveil à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 22 février 2022. Voilà, ça se répète, hein, le chiffre 22, c'est peut-être porte-bonheur, qui sait? 22-02-2022. Voilà. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ça va? Ça va, merci. Très bien, merci, heureuse de vous retrouver. Donc voilà, on va vous donner les grandes lignes de l'émission d'aujourd'hui où nous aurons l'occasion de recevoir les organisateurs du Salon international, Salon international des énergies, de l'électricité et des énergies renouvelables. Nous parlerons justement avec eux d'énergie verte, aussi des enjeux énergétiques et du développement de toutes ces énergies de substitution vraiment qui feront le futur de la consommation énergétique chez nous. Donc dans cette matinale, nous aurons aussi le plaisir de retrouver nos amis Siham Kenouch, entre autres, donc qui viendra nous raconter un peu une histoire liée aux oiseaux, et oui, à ces volatiles qu'on aime beaucoup, et qui chantent de très beaux qui nous offre de très beaux chants le matin. Donc on verra un petit peu les légendes qui planent autour de ces animaux en particulier chez nous. Et puis bien sûr, nous retrouvons également Sid Ahmed Bouraye pour le meilleur de l'actualité sportive ce matin. Et puis hier déjà, nous parlions de salon et aussi de café littéraire. Nous continuons d'aller sur le même sillage puisque nous mettrons en valeur une initiative louable, nouvelle, du côté de Zeralda. Elle prendra effet à partir du 26. Il s'agit d'un cycle de rencontres liées à l'histoire qui met en valeur justement des auteurs et aussi des témoins liés directement à l'histoire racontée dans ces livres. Donc le concept, on le décortiquera davantage avec l'auteur Yahya Boubker qui sera notre invité d'honneur ce matin. Merci encore une fois d'être avec nous et c'est parti pour cette matinale avec un point météo signé Amel Laribi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et par Amel. Bonjour Nadia. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Alhamdulillah. Et vous? Ça va, ça peut aller. Ça peut aller. Ça peut Donc aller, ouais. vous scrutez les cartes pour nous au quotidien. Exactement. Et aujourd'hui, Candice... Bah, il n'y a rien à dire, hein, à part des passages nuageux, c'est tout. Oui, d'accord. Voilà, all. tout le monde est tristouné de ne pas voir les pluies tomber. Ah oui, hein. les pluies arrivées, Voilà, oui. pour une fois, je me joins en peloton, allez. Ah oui. Eh oui, ça Bah, à arrive. part les vents, aujourd'hui, on aura des vents assez D'accord. forts Tu sur sais, l'est. peut-être qu'il y aura des vents encore plus puissants qui ramèneront quelques nuages Inch'Allah, on espère. pluvieux. On espère. Voilà. Alors racontez-nous un petit peu voilà, ce que disent les cartes ce Allons-y. matin. Alors bonjour à tous, c'est mon réveil. Et bien pour aujourd'hui, Météo Algérie a émis une vigilance orange concernant des vents assez forts sur les régions intérieures de l'Est. Les wilayas concernés sont Soukharas, Oumoul Bouakhi, Batna, également Biskra, Khenchela et Tébessa, où les vents peuvent atteindre les 60 à 70, parfois même les 90 km/h, et parfois accompagnés de sable sur le sud de Tébessa, le sud de Khenchela, également Biskra. Donc soyez très très prudents, la visibilité sera parfois assez réduite. Concernant le temps, eh bien, on aura de la brume matinale aujourd'hui sur les côtes ouest, puis le ciel restera partiellement voilé tout au long de la journée à l'ouest et au centre. Par contre, à l'est, on aura des passages nuageux, mais sans conséquence tout au long de la journée. Au sud, excepté quelques nuages sur le sud-ouest, plus exactement Tindouf et le Béchaoua. Ailleurs, le ciel restera dégagé à partiellement voilé, avec toutefois des sommets de sable cette fois-ci du côté de Tindouf, l'extrême sud, le Sahara central et le sud des oasis. Les températures, quant à elles, eh bien, seront plutôt agréables pour la saison. Le maximum 23 degrés à Tlemcen, 20 degrés à Oran, 19 à Alger, 18 Tiaret, Tizi Ouzou, 14 à Constantine, 17 à Annaba, 16 à Biad et Djelfa, 12 degrés du côté de Tébessa. Au sud, 23 degrés à Gardaya, 24 Béchar Biskra, 27 Ilizi, également Janet et Tindouf, 30 degrés à Drar, Tamanrasset, 31 à Insala, 35 Ingzam et le maximum 36 degrés à Borj Beji Mourtar. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt calme sur les côtes ouest, agitée sur les côtes centre, mais très agitée sur les côtes est. Les vents souffleront entre 20 et 30 km/h sur les côtes ouest de secteur est à nord-est et 10 à 20 km/h sur les côtes centre et les vents seront variables et 30 à 50 km/h sur les côtes est et les vents seront de secteur nord-ouest. On va faire un petit tour cette fois-ci vers l'Amérique du Nord. On aura quelques flocons de neige qui tourbillonneront autour de Montréal. Des pluies attendues à New York, Washington, peu nuageux à Miami et Mexico,
partiellement voilé à Dallas, des passages nuageux en Californie, mais un beau soleil régnera à Vancouver. Le mercure affichera 0 degré à Montréal, 13 à New York, 22 à Dallas, 14 en Californie, 26 à Miami et le maximum cette fois-ci à Mexico avec 27 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci beaucoup. C'est hein. moi que merci. Merci. Bah, y a rien. À part les vents aujourd'hui. Comment ça, il n'y a rien? Il y a beaucoup part de les vents. soleil comme ça, des petits soleils comme ça qui augurent de belles journées au sud algérien Mais et on se sur les croirait au plateaux. printemps, hein. Oui, bah, c'est pas mauvais quand même pour des sorties en groupe, pour aussi aller au travail, tout simplement sans se mouiller. Ouais, on Voilà. va se contenter de ça. On va se contenter de ça en attendant. Merci En beaucoup, attendant, Amel. Je vous souhaite c'est une moi qui vous excellente remercie. journée. Excellente journée. Aujourd'hui, on va faire un petit voyage, une progression, je dirais, voilà, pour annoncer un rock progressif qui est en principe la trame utilisée par ce groupe qui vraiment tient le coup depuis pas mal d'années, donc presque 30 ans hein, pour le groupe Zahir. Ah bon? Oui, Déjà 30 peut-être ans? même plus, oui. La Iberg. C'est un groupe qui gagne en pérennité et qui continue d'offrir des moments très beaux moments d'amitié Exactement. entre Très artistes. belle musique. Hein. Oui, une musique un peu qui voyage à travers aussi le répertoire traditionnel. Donc Exactement. aujourd'hui aussi, c'est le cas avec cette chanson, Hadi Hkaya, une très belle histoire racontée avec les amis de Friends of the groupe Zahir. هذه حكاية نحكيها لا وش راني من زمان وانا نبغيها ضاعت من خيالي هذه حكاية نحكيها لا وش جرالي من زمان وانا نبغيها راح من خيالي علاش ما صبرت عليها علاش ما قدرتش نعيش إلا بيها علاش ما صبرت عليها روح وننسى ليها عشت فيها حياتي دايما شفت انا في عينيك حبك يا حلالي علاش ما صبرت عليها علاش ما قدرتش نعيش بلا بيها علاش ما صبرت عليها تروح وننسى ليها حبيت نعيش بعيد عليك ننسى عليها مالية حبيت نعيش بعيد عليك في قلبي ليك مكان هذه حكاية خليها حلوكي حالي يا ويح من ذاق الحياة وهجرها كيفي لاش مصبر عليها لاش ما قدرت نعيش بلا بيها ما قدرت نصبر عليها تروح وننسى بيها بعيد عليك ننسى عليها
Après le chant des guitares, celui des oiseaux, Siham. Je préfère. Oui, c'est Hein, naturel. ça adoucit plus les mœurs, n'est-ce pas? Tout à fait. En tout cas, Tout je à trouve fait. ça Autant que la très, très musique. joli, très très beau. Merci aux réalisateurs et réalisatrices, hein, Oui. n'est-ce pas? Bonjour à tous. Bonjour, Siham. Comment ça va? Très bien. C'est un temps On est joli, toutes oui, joli, là. joli, chaud, avec lequel on commence donc cette matinée. Ça gazouille de partout. Apparemment, il fera encore beau. Hein. Je ne sais pas si je dois dire malheureusement ou malencontreusement ou heureusement On ne sait peut-être. plus quoi dire, On sait plus, effectivement. voilà. En tout cas, le chant d'oiseaux, ça fait toujours plaisir. Des contes qui racontent les oiseaux, ça a toujours existé. La plupart, ce sont des contes de sagesse et ce sont des contes philosophiques. Je vous donne un exemple, loin de chez nous cette fois-ci, quand on prend un conte où le plus célèbre, Quelle région? le plus célèbre conte qui parle, ou l'histoire qui raconte les oiseaux, c'est un recueil d'histoires. Bon, je vais pas dire que c'est un roman, parce que c'est pas un roman en fait, mais c'est une histoire soufie qui nous vient de très loin. Et l'écrivain est Farid Eddin Al-Attar quand il parle de le langage des oiseaux. Donc le langage des oiseaux, ou Nourat al-Tayr. Nourat al-Tayr, oui, Exactement. tout à fait. Donc c'est un livre qui parle, qui représente chaque vertu humaine, chaque passion humaine par un oiseau. Donc si par exemple la huppe, elle représente la rapidité, celui qui ne réfléchit pas avant de parler, L'impulsivité. l'impatience, etc. Par exemple, le rossignol, c'est l'orgueil, c'est celui qui est passionné par sa propre Sa beauté. personne, le narcissique, etc. Donc, il a donné une image et un caractère à chaque oiseau. Alors, chez nous, en Nord-Afrique, en Algérie notamment, nous parlons aussi d'oisions, nous parlons aussi, il y a énormément de contes où on retrouve les oiseaux, et l'oiseau chez nous il représente dans la plupart du temps la sagesse. Alors pourquoi? C'est très symbolique parce que en fait l'oiseau voit les choses de très haut, donc d'accord. il s'envole, il va très très haut dans le ciel et il regarde de haut et de loin. C'est-à-dire qu'il voit beaucoup de réalités. Il a le recul. Il y a le recul et la vue aérienne, vous voyez. Donc il voit des choses, il aperçoit des choses comme on ne les aperçoit pas nous-mêmes. Alors cette histoire que je vais vous raconter est un conte très populaire, très connu et très raconté jadis aux enfants, et qui parle d'un petit oiseau qui a trouvé une graine, D'accord. une toute petite graine. Que s'est-il passé entre la graine et l'oiseau depuis? Et il était très heureux Oui. d'avoir trouvé cette graine. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a voulu En général, il l'enduire. croque la graine, Non, l'oiseau. lui, Mais celui-là, qu'est-ce qu'il fait? non. Il va la prendre, et il va la prendre chez le meunier, et il va lui demander de l'enduire en poudre, en farine. La moudre, Et donc. le meunier va lui dire, bah, on peut... C'est c'est peu. celui qui se C'est gagne. Bah oui, alors l'oision insiste. Et l'oision insiste et insiste et insiste et insiste. Alors le meunier, il avait mal à la tête et il va lui donner une poignée. D'accord. Et l'oision est tout content. Il chante. En fait, le conte, c'est quand une phrase se répète. Alors lui, il part en chantant et il lui dit Tchiou tchiou mahtaqni Allah. من حبيبة ويتفح فينا. C'est génial. Donc, il est tout content, il se dit très intelligent, il a fait l'affaire. Donc il avait un seul grain, maintenant il en a une poignée. Alors la poignée, il va donc, elle a été bien sûr moulue par le meunier, il va chez le boulanger. Il lui dit, je voudrais un pain avec Ma ma farine. Et bon, une poignée d'oiseaux, en fait, c'est comme ça. Et le boulanger lui dit, mais ça suffit pas, on peut pas, ça suffit pas pour faire un pain. Il lui dit, si, j'insiste, et j'insiste. Alors le boulanger n'en pouvait plus, lui a donné un pain. D'accord, complet. Et voilà que l'oiseau était encore fou de joie, et il est parti en sautant et en chantant تشيو تشيو ما حدقني الله من الحبيبة ولك تفح فينا ومح فينا ولك تفيق بيزا. Il était très content. Il est parti comme ça, tout content, avec son pain chaud. Il passe devant un voyageur qui, lui, avait une chèvre et qui, en fait,
voulait franchement manger quelque chose de dur. Il a vu le pain, l'oiseau, et il a demandé au oisillon de lui donner son pain. Et l'oisillon lui dit, toi, qu'est-ce que tu vas me donner? Et là, le voyageur va lui dire, bon, en échange, tu me donnes ton pain, je te donne ma chèvre. Alors l'oiseau est tout content. Il lui dit, oui, génial. من حبيبة ويتفيح فينا ومح فينا ويتفي خبيزة ومخبيزة واللي معيزة. Donc il est tout content. Il évolue dans la Il vie, évolue. Hein. Et c'est ça en fait la leçon. C'est ça la La leçon. persévérance. La persévérance. Et il va encore voyager. Et l'histoire continue, vous savez, c'est très long. Jusqu'à ce qu'il arrive à Bint Sultan. D'accord. Jusqu'à ce qu'il arrive à la chambre de Bint Sultan et il devient le doudou et le joujou de Bint Sultan. Donc vous voyez que c'est tout un voyage et c'est un petit oiseau qui ne manque pas d'ambition. Donc c'est la volonté, La persévérance, l'abnégation. et puis de te dire là je suis mais il est fier de lui-même, la confiance en soi. Et regardez comment c'est un conte algérien. Alors déjà un conte algérien joue sur la mémoire parce qu'un petit garçon va se rappeler de la chanson. Alors من حبيبه ولينا في حفينا من حفينا ولينا في خبيزه مخبيزه ولينا في معيزه ومن معيزه ولينا في جميل ومن جميل ولينا. Vous voyez, c'est ça va, et l'enfant doit répéter à chaque fois la chansonnette, donc c'est un travail de mémoire. Et je vous dis tout de suite que ce genre de travail de mémoire, c'est un travail. Hein. On le répète par exemple sur les plus grandes scènes du théâtre du monde pour se souvenir des textes et apprendre plus vite les scénarios. Donc déjà c'est un travail de mémoire, c'est un travail de lexicologie, parce qu'on apprend des termes, parce qu'on apprend de dire alors quand vous utilisez le mot mahdaqni, c'est de l'arabe classique, mais développé en darja. Tu dis ma ahdaqani, ou comme je suis intelligent. Intelligent, futé, exactement. Donc, hadaq, c'est l'intelligent. Donc, vous voyez qu'il y a un développement de personnalité, une confiance en soi-même, et puis aussi, il arrive jusqu'à Bint Sultan, c'est-à-dire qu'il arrive jusqu'au bout extrême. Et ça, c'est un oiseau. Donc, il est sage, il est intelligent, il est persévérant. Et nous, on veut que nos enfants deviennent ainsi. Oui, qu'ils persévèrent. Et quand ils deviennent adultes, et ben, ils se rappellent. Et qu'ils donnent de la valeur aux petites choses qui peuvent aussi se développer. Alors, faire des économies, par exemple. Vous avez dit quelque chose de très intéressant, parce que le petit oisillon aurait pu manger la graine. Oui, tout à fait, mais il a préféré en faire un oui, il a préféré faire un petit bout de chemin avec. Et la petite graine est devenue la chambre de Bint Sultan. Et je pense que c'est quand même un super succès. Donc, qu'est-ce que c'est? J'ai envie de poser une question. La plupart des gens confondent entre l'histoire et le conte. Ce que je viens de raconter est un conte. Est un conte, c'est complètement imaginaire. Oui. Alors, les contes, il y a des contes fantastiques, il y a des contes merveilleux. Ce conte-là n'est ni fantastique ni merveilleux, parce que quand on parle de contes merveilleux, il y a toujours des personnages imaginaires. Donc des fées, des dragons, des elfes, etc. Ça, c'est un conte merveilleux. Mais là, la différence qui existe entre le conte et l'histoire, c'est que dans le conte, il y a des phrases qui se répètent. Dans le conte, il y a toujours des phrases qui reviennent et qui se répètent. Il est construit sur un rappel. Tout le temps un rappel. Même que quand vous racontez en public, il y a cet écho avec le public et cette interactivité. Le public doit vous répondre. Ça, nous sommes dans le conte. Sinon, s'il n'y a pas de cette phrase qui se joue, qui se répète, etc., là, ça, c'est l'histoire. Donc, l'oiseau, oui. Alors, on a commencé avec, dans ces histoires d'oiseaux, dans chaque fable, il y a des oiseaux, comme le renard et le corbeau. Il y a aussi le corbeau et le rossignol. Il y a plein d'oiseaux. Chacun représente quelque chose. Bien que le corbeau dans les fables, on est toujours dans la sagesse, la morale. Exactement. Voilà, mais ici, chez nous, dans le Maghreb, on avait dit, avant aujourd'hui, quand on a parlé, vous vous rappelez, de l'hérisson et du renard. Oui. Et chaque animal a sa propre symbolique. Donc, si l'hérisson, c'est Nia, et le renard, c'est un petit peu la ruse, le hila, etc. L'oiseau, c'est la sagesse, c'est le hikmah. L'oiseau, c'est la sagesse. Au lieu de manger
sa graine, ben, il en a fait Carrément, tout et un statut auprès d'un roi. C'est pas mal. D'une belle princesse. Donc, N'est-ce pas? chouchou de la princesse. Donc j'espère que tous nos enfants arriveront un jour à Ben Sultan. C'est imaginaire, hein, vous Oui. savez que c'est une métaphore. C'est un C'est-à-dire statut arriver- dont rêverait Tout à fait. tout un chacun. C'est une tout à fait. sommité. Oui. C'est une sommité. Mhm. Donc je crois que nos enfants arriveront un jour à cette sommité. Oui. Vous serez vous-même vraiment sous les projecteurs, n'est-ce pas, hein, Oui. Siham, cette semaine? Bientôt, oui, à fin de semaine. Bientôt, cette fin de semaine, votre public pourrait vous rencontrer éventuellement lors d'un spectacle. Tout à fait. C'est Oui. la clôture de l'événement donc du concours Abdelkrim Dali. Vous savez qu'il y a un concours, il est à sa troisième édition, pardon. C'est un concours de musique de chant et de musique andalouse. Et je ferai la clôture ainsi qu'une panoplie, une Oui. gamme, j'ai envie de dire, de voix extraordinaires. C'est une fierté pour moi de travailler avec ces gens-là qui sont des piliers aujourd'hui de notre musique andalouse, notamment le maître Naguib Kateb. Et puis il y aura Badjar Hal, Zaki Turki, Lila Boursali, Lamia Madini, Hasna Hini, et puis d'autres voix. Hein, vous savez, on sera nombreux sur scène. Voilà, Donc de c'est- très belles voix. c'est Et vous, juste, et vous tisserez la trame de ce spectacle, n'est-ce pas? Inch'Allah, oui. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire quelque chose de très original, quelque chose de l'inédit, enfin c'est de l'inédit, et qui parlera des modes de musique. Vous savez qu'il y a 16 modes de musique avec 12 noubas, et il y aura 2 modes qui vont rentrer en dualité. Et voilà. Et chacun va dire que je suis meilleur que l'autre. C'est très prometteur. Voilà. C'est très prometteur. Et en fait, vous incarnez le personnage que tout le monde connaît, celui du conteur. Mais un conteur qui va peut-être donner des informations ô combien précieuses par rapport à l'histoire de l'Andalou aussi. Moi, je pense oui. En Oui. fait, au lieu de raconter ou faire une conférence, que ce soit très technique ou très académique, parce que c'est académique, en fait, les informations qu'on va apporter, nous allons juste mélanger l'histoire à la réalité et au imaginaire. C'est-à-dire que au début, c'est le haqiqa ou le khayal متخاصمين. D'accord. Il y a l'imaginaire, mais il y a aussi la réalité. Et on va dire des choses. On va raconter l'histoire, par exemple, de Noud, de Barbat, de ses filles, comment nommer ses filles. On va parler de grands noms, de Kindi, de Farabi, voyez, de l'Asfarani. Mais en fait, c'est tout ça dans une histoire, dans un statut et une situation bien imaginaire, racontée par un homme et une femme. Bah, je ferai l'homme et la femme en même temps. Voilà. Et en résumé, donc ça s'appelle de Bagdad à Cordoue. Donc c'est Passons dire. par le nord africain, c'est un hillel, donc c'est un croissant qu'on trace, et nous sommes le cœur de ce croissant. Au cœur de ce croissant et aussi de ce spectacle qui sera donc abrité par l'opéra Boualem Saïh à Alger, donc ce sera jeudi prochain. Vendredi. 25. Vendredi plutôt, vendredi 25, à partir de quelle heure? De Dites-moi 18h30, Siham. voilà. Tout le public est convié à venir vous rejoindre sur Merci cette planche Radia. de Je compte l'opéra. sur votre présence, n'est-ce On pas? l'espère, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Marhaba On l'espère vivement, vraiment venir vous encourager. Merci infiniment, Siham. Merci à vous. Au plaisir de vous retrouver Et très Aïcha, bientôt merci. la semaine Merci, prochaine. mon ami. Merci, au revoir. Restez avec nous, mesdames, messieurs. Notre émission se poursuit après ceci.
Voilà, notre invité vient de s'installer. Bienvenue à Yahya Boubacar, notre invité d'honneur aujourd'hui. Vous êtes écrivain, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Donc, vous êtes l'auteur d'une série d'ouvrages, deux premiers ouvrages. Tout d'abord, l'un consacré à Biskra, n'est-ce pas? Oui. La voix de Biskra. Et puis le second, donc le café Malakoff, qu'on avait présenté ici même aux téléspectateurs. Aujourd'hui, vous venez pour nous présenter un très beau concept donc, qui sera lancé prochainement le 26 du mois en cours. Et bien sûr, quoi de mieux que de le présenter aujourd'hui? Merci beaucoup, madame. Bonjour tout d'abord. Je vous remercie pour l'invitation. Donc, je commence à m'habituer un peu à votre plateau. Nous aussi, on est ravis de vous retrouver à chaque fois. Donc, je remercie aussi donc, la directrice du centre culturel de Zeralda et puis même le responsable du ministère de la Jeunesse et des Sports qui nous ont permis d'organiser cette rencontre au niveau du centre. Très bien, donc c'est un cycle de rencontres pour justement situer un peu le contexte. C'est un concept, une nouvelle initiative, donc dans l'univers ou la sphère littéraire essentiellement. C'est ça, donc Oui. en fin de compte, moi j'appellerais, c'est les rencontres algériennes qui vont servir, enfin ça va être un entretien de la mémoire en fin de compte. Tout à Parce fait. que jusqu'à maintenant, on fait des rangs, etc. Maintenant, je veux distinguer parce qu'on veut intégrer des invités de la rencontre, donc les Benimlas comme étant invités d'honneur. Il y aura évidemment, ça va être couronné par une vente dédicace, il y aura un ouvrage qui va être présenté, donc, etc. Donc à chaque rendez-vous, ce sera un petit peu la trame de la rencontre. Il y a un auteur à mettre en valeur, il y a aussi des témoins vivants ou des personnages liés à l'histoire racontée dans le livre. Ce sera un petit peu, à peu près cette trame pour chaque rencontre, mais Parfait. toujours axée autour de Autour l'histoire. de l'histoire, Voilà. parce que je crois que la seule chose qu'on a su faire, qu'on sait très bien faire en Algérie, c'est la résistance. C'est-à-dire qu'on a tout le temps résisté depuis des millénaires. Donc, Oui. en fin de compte, l'un des facteurs essentiels de notre identité, c'est la résistance. Enfin, Oui, il y a la hein. tolérance, mais pour ce qui me concerne aujourd'hui, Depuis la lointaine antiquité, oui, hein, on n'a depuis pas des arrêté. millions d'années, depuis l'homo habilis, donc Oui. depuis longtemps, on a tout le temps résisté. Donc, c'est une chose qu'on sait très bien faire. Oui. Alors, ça serait bien, c'est pour ça que je voulais, dans le cadre de l'entretien de la mémoire, ça serait bien donc d'examiner, parce que bon, dans mon parcours professionnel, j'ai travaillé comme directeur de l'audit donc, dans Oui. un groupe. Donc, alors je me suis dit, peut-être que ça serait très intéressant d'appliquer un peu la méthodologie de l'audit à l'examen de l'histoire. Tout à fait, c'est pas mal comme réflexion. D'autant plus que voilà que vous-même vous me disiez off the record que le déclic est venu de certaines réactions de personnes rencontrées. Oui, parce Donc que... voilà, le travail de l'audit, il est perpétuel. Hein. Oui, bien sûr, c'est ça. quotidien. J'allais dire une déformation positive, Oui, professionnelle. intéressante pour ce que vous faites, Très bien. effectivement. Alors pour le café Malakoff, puisqu'on en parle, c'est un peu ça qui a fait que ça a donné le café Malakoff. Alors en plein Alger, nous avons un bâtiment qui s'appelle le café Malakoff et dont tout le monde en parle. Oui. Alors le café Malakoff, c'est l'Anqa, donc l'esprit d'Alger, l'esprit de l'Anqa, l'esprit de la résistance. Oui. Et puis qu'on met côte à côte avec le duc de Malakoff, qui est un génocidaire qui a exterminé le Riyah, donc de Mostagana, qui a exterminé du tiers de la population de la Roite. Et tout ça il figure comme étant une non-conformité. Je reviens à une Absolument, non-conformité. c'est très contradictoire, Très bien. effectivement. C'est vrai que dans la mémoire collective, on se rappelle surtout de ce chantre de Chabi qui allait dans ce café, qui offrait ses petits concerts comme ça à ses amis, ses rencontres, et tous ces chanteurs Chabi qui ont suivi, qui ont Très bien. investi cet espace. Mais en fait, c'est vrai que c'est déjà un témoin d'une dénaturation. Voilà, on a dénaturé ce quartier, bon, je le dis comme ça, et d'abord, c'est un témoin de cette destruction de la Basse-Casbah déjà. Bien sûr, Oui. bien sûr. Donc, ensuite, quand on a fait des rencontres, c'est-à-dire que quand j'ai présenté l'ouvrage, le Café Malakoff, un peu partout, que ce soit à Tizi, ou bien à Tipaza, ou bien ici à Alger, on discute avec le public. Il y a un engouement particulier par rapport à l'histoire. C'est-à-dire que, quelque part, j'ai l'impression que chacun de nous porte dans ses entrailles cette résistance. Oui. Ce qui fait que c'est comme si on porte tous une blessure quelque part. Donc, et c'est pour ça que j'ai pensé
Pourquoi ne pas, à travers ces rencontres-là, c'est comme si nous allons, comment dire, suivre le fil de la résistance. On va revenir en arrière, C'est étape une par véritable étape. thérapie de groupe, quelque Voilà, part, que vous étape par offrez à étape, travers ces et puis rencontres. on va examiner un peu, bon cette fois-ci ça va être le Beni Mnassar, on va parler un peu de toute la résistance des Beni Mnassar, tout ce qu'ils ont apporté, et puis à travers ces rencontres-là, on va, comment dire, on va Oui. identifier les points forts, identifier des points faibles dans notre propre histoire, euh, trouver des ressources. Parce que de Absolument. temps en temps, comme chaque pays, chaque être humain, parfois, il est traversé par des moments de doute, parfois, il perd ses repères. Le seul moyen, la seule thérapie, le seul moyen de retrouver un peu de la force, c'est de rechercher des ressources notre histoire. Tout à fait. Voilà, trouver peut-être aussi des failles. Et ça peut être le commencement pour d'autres Très histoires, bien. d'autres aventures littéraires, Très bien. effectivement. Trouver des failles aussi, trouver des failles parce que parfois, au genre des failles, de temps en temps, qui peuvent nous faire comprendre pour la situation présente pour nous. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que de temps en temps on tourne en rond? Pourquoi est-ce que, par exemple, notre propre jeunesse elle nous tourne le dos? C'est-à-dire que c'est pas parce que je vieillis, mais c'est parce que aussi nos propres Une enfants. méconnaissance. Nos propres enfants, le seul rêve qu'ils caressent, c'est de partir à l'étranger. C'est parce que je crois que ces rencontres algériennes vont permettre modestement d'entretenir un peu cette flamme de la mémoire pour redonner de la fierté. Parce que nous devons être fiers, parce que nous avons une histoire fabuleuse. Il n'y a pas un peuple qui a survécu avec autant de drames, autant de douleurs. Nous avons réussi. Je crois qu'il suffit maintenant de capter toute cette énergie, tout ce patrimoine. Oui, Si on absolument. arrive à le fédérer, à le patrimoine, À comment bien le dire, raconter, le à le transmettre, raconter, à c'est le surtout ça. transmettre à travers ces rencontres, entre autres, peut-être qu'on va, comment dire, allumer de nouveau la mèche. Voilà. Oui, c'est vrai que les jeunes étonnent de par des questions comme ça posées lors des rencontres littéraires ou tout autre type de rencontre-débat. On sent qu'il y a une soif d'apprentissage de l'histoire, une soif de découverte, et c'est ce que vous allez susciter pendant ces rencontres. On va axer maintenant sur la première, celle qui ouvrira le bal. Donc le 26 du mois en cours, le centre culturel de Zeralda va abriter donc la première de ce cycle de rencontres. Vous avez opté pour quel auteur? Alors c'est Berkane, alors c'est le descendant de Berkane en fin de D'accord, compte. carrément. Carrément, Oui. c'est un Beni Mnassar. Donc en fin de compte, il habite Hadjot, je sais, mais il a écrit sur le Beni Mnassar. C'est un descendant de Berkane, il s'appelle Berkane. Très bien. C'est Khalid Berkane. Arrière-petit-fils de ces Oui, héros. de Berkane. Il a écrit un livre je veux dire qu'il a fait, j'ai beaucoup aimé parce qu'il a fait un enchaînement donc, de la résistance, donc depuis 1830 jusqu'en 1900. À travers lesquels il a identifié un peu toute la résistance algérienne, toute la résistance au niveau des Beni Mnassar. Bon, je dis ça maintenant, les Beni C'est quoi Mnassar, le titre de son ouvrage? c'est les insurrections algériennes. Les insurrections algériennes. Voilà. Bon, on commence par les Beni Mnassar, on va dire que c'est le maillon primordial. C'est un maillon fort, et on a des maillons forts en Algérie. C'est-à-dire que toutes les batailles, je veux dire qu'il y a eu des batailles fortes, mais il y a parfois des batailles majeures. Et il y a des tribus fortes, des maillons forts, mais il y a aussi des travaux, même si elles ont contribué de façon. Ça ne veut pas dire que c'est minime, c'est pas pour les minimiser. Toute la résistance a joué un rôle fondamental. Absolument, tout à fait. Vous-même, vous racontez une histoire incroyable de cette tribu des Cimés, hein, les Oulad Riyah, dans le café Malakoff. C'est quand même une histoire triste, mais ça met le doigt sur une réalité de la guerre, de libération, de la résistance plutôt, durant cette colonisation. Très bien. Par exemple, ce type de rencontre aussi, on va arriver, donc je suis en train de faire des investigations pour retrouver un peu les descendants des Ouled Riyah, s'il y a encore des survivants. Je lance un appel aussi, c'est-à-dire que si on peut retrouver un peu, peut-être, je dis, un travail, comment dire, un témoignage pour en discuter, pour redonner, parce que les Ouled Riyah, il y a des gens qui sont perdus quelque part, on ne sait pas. Oui. Donc, ça serait bien, sinon Parce qu'ils se sont réfugiés dans la grotte, mais il y en a peut-être qui sont ils ont partis été- vers d'autres voilà. contrées. Voilà, On ne donc sait maintenant, jamais. ça serait bien de remettre je veux dire, d'inviter l'histoire sur la table, je dis, pour qu'on puisse en discuter. Oui, oui, tout à Alors, fait. je vais dire un petit mot, si vous permettez, parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 22 février aussi. Tout à fait. Le 22 février, alors, il y a une bataille, j'aimerais bien l'évoquer, parce que c'est vraiment. Oui, oui, bien sûr, parce que ça devait être l'objet, je pense, C'est de important votre aussi première qu'on va en rencontre. Oui. discuter de tout ça
ça, il y a une bataille donc, qui s'est faite au niveau de Aït Misra, donc au niveau de le Petit Atlas. Alors, donc, c'est une bataille assez particulière parce que c'était après la grève des étudiants et des lycéens, donc entre le 28 février et le 4 février, entre le 28 janvier et le 4 février, donc il y a eu la grève des étudiants donc, suite à l'appel de l'ALN, donc ils se sont fuis. Voilà, ils ont quitté les bancs en masse pour rejoindre le Maquis. Donc il y avait pratiquement 400 étudiants qui étaient donc sous la protection de Sizoubil. Alors Sizoubil, c'était un officier de l'ALN à l'époque, donc au niveau de Aït Misra. Donc c'était une forêt. Alors, vous imaginez qui étaient désarmés parce qu'ils attendaient l'affectation pour aller soit au Maroc, soit en Tunisie, soit au niveau des services de l'AN à l'époque. Et puis ils étaient là-bas, et puis la France, donc ils étaient au courant, ils étaient informés donc, de la présence de 400 étudiants en même temps, et qui étaient sous la protection seulement de Sizoubil qui avait sa mitraillette tout seul. Donc, alors, il y a 15 hélicoptères qui tournaient. Qui patrouillent. Qui tournaient, parce qu'ils avaient identifié, qu'ils avaient été repérés, et puis ils descendaient. Alors lui, il avait la responsabilité sur 400 étudiants désarmés. Il y avait des filles, et donc il tirait en l'air, il changeait de place pour donner simuler la présence d'autres militants, etc. Et puis il a sauvé quand même plus de 3, donc il y avait 28 victimes, 28 morts, il y avait une fille, Mahoum. Donc voilà. Alors je suis parti. Donc j'ai fait même un article donc sur sur cette bataille en particulier. Sur cette bataille parce que je suis parti, j'étais un peu blessé parce que c'est dans la montagne, donc on attend parfois seulement une occasion. C'est pour ça que j'ai parlé de l'entretien de la mémoire. L'entretien de la mémoire, ça ne se fait pas seulement par occasion, à une date précise. Parce que je suis parti là-bas, j'ai trouvé donc il y a un cimetière, donc il y a toutes les victimes, etc. Effectivement, anonymes, bon, on les a identifiés. Alors donc il y avait le portail avec un petit un fil de fer attaché, le drapeau était déchiré. Je veux dire que ce sont quand même des martyrs qui méritent tout honneur. L'entretien de la mémoire, il se fait de façon régulière. Ça veut dire par autre chose que par des visites occasionnelles comme ça, parce que les visites occasionnelles de temps en temps, ça devient, on tombe parfois dans la routine. Ça devient parfois une corvée. Ça ne doit pas être comme ça. L'entretien de la mémoire, ce n'est pas seulement le rôle de l'État, c'est notre rôle à tous, le rôle de chacun de nous. L'entretien de la mémoire, ça doit se faire de façon quotidienne. Si on veut que nos enfants respecte un lieu pareil. Il faudrait un minimum peut-être une stèle, un point pour raconter, voilà. Voilà, donc je voulais en parler parce que nous sommes le 22 février, donc ça tombe un peu à pic sur ça. Donc je voulais rendre hommage à tous ces martyrs et Sizoubil en particulier, ce héros. Parce qu'il a sauvé quand même pratiquement plus de 368 étudiants vivants, il les a sauvés et puis sont partis. Voilà. C'est ça donc, le rôle de l'entretien de la mémoire. Et j'espère que ces rencontres-là qu'on va organiser, qu'on va initier, vont permettre un peu de remettre sur la table parce que c'est une énergie, tout ce travail mémoriel. Oui, j'espère que votre appel sera entendu par les autorités de la wilaya de Blida, donc, parce que ça se trouve, c'est à proximité de Chréa, il me semble. C'est ça, oui, donc c'est avec Misra. Oui. Voilà, donc en fait, ce n'est pas seulement les autorités de Blida, je veux dire que par tous les citoyens, parce que c'est notre mémoire. Très bien. Donc on revient, on met cap maintenant sur Zeralda. Zeralda, donc, qui sera bien sûr le point de départ pour ce cycle consacré à l'histoire. Donc cette immersion au cœur de toutes les escales importantes, même celles qui sont méconnues de notre histoire. Mais en fait, c'est ça, vous allez un peu aller vers, vous n'irez pas vers les sentiers battus, vous allez chercher là où les gens ne connaissent pas assez. Donc là, l'histoire d'Ibn Nassar vous a interpellé, vous invitez donc El Berkani pour témoigner, et pas seulement lui. Oui, bien sûr. Moi, c'est l'Ibn Nassar en tant qu'invité d'honneur. Oui. Alors pourquoi l'Ibn Nassar en tant qu'invité d'honneur? Parce que tout simplement, ils ont, en 1843, je crois que le 25, si je ne me trompe pas, le 25 février 1843, le maréchal Bugeaud allait être mis hors d'état de nuire. C'est-à-dire qu'il y avait une bataille, c'est-à-dire qu'ils ont fait montre d'une résistance farouche. D'ailleurs, les Français, donc, quand ils étaient arrivés, donc il a fallu attendre 1840 pour pouvoir rentrer. C'était vraiment un bouclier de résistance. C'était Berkani, donc c'était le califat de l'Émir Abdelkader, donc il y avait des batailles, il y avait
le premier, je veux dire, qui a été décapité avait un enfant de 17 ans. Oui. Mohamed El Haj, donc il faisait donc son crâne, donc il a été rapatrié 170 ans après. Il faisait partie donc des 24 Des crânes 24 rapatriés qui étaient au musée de l'Homme Il en avait France. 17 ans, donc c'était un Benim Nasser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas identifier. Mohamed Ben Haj. On ne peut pas répertorier toutes les batailles, mais il y a par exemple, j'aimerais bien aussi, on parlait aussi à la femme, comment elle s'appelle, Fatima Oudey, même comment elle s'appelle, Assia Djbal, elle a écrit un ouvrage. Aléha, c'est une femme qui a craché donc, sur le visage donc, d'un officier français et, en donnant du courage à ses compatriotes publiquement, donc aux Algériens à l'époque. C'est une femme qui avait perdu. Son époux était un martyr, son père était un martyr, elle a abandonné ses enfants. Je veux dire, c'est un martyr des martyrs. Et elle se retrouve aujourd'hui, elle n'a pas de dépouille. C'est une femme qui a été dépouillée de sa dépouille. C'est-à-dire que, voilà. Elle a subi les affres de la torture à l'époque. Voilà, et elle a succombé à des sévices d'une incroyable cruauté, effectivement. Voilà, donc ça c'est un exemple. Donc il y a beaucoup d'exemples comme ça. Peut-être qu'on va remonter à la surface, peut-être qu'on va, j'ai dit tout à l'heure on peut trouver de l'énergie, on peut trouver des failles, on peut nous ressourcer quelque part dans le cadre d'un travail de mémoire. Et cette fois-ci, ça va être les Benim Nasser, la prochaine, ça va être quelqu'un. Et puis, c'est-à-dire que c'est bien de rendre hommage à des personnes qui ont vécu 2 siècles avant nous, 1 siècle et demi, je dirais, donc, et qui ont apporté leur contribut à cette résistance qui a fait de nous, voilà, qui a fait de nous aujourd'hui des hommes libres, jouissant de toute leur dignité. Parfait, mais en très fait, ils ont combattu avant même les militants de la première heure en 54. Bien sûr, donc je veux dire, c'était les pionniers, enfin les pionniers, même avant 1830, il y avait des pionniers. Donc, pour moi, la résistance, je vous dis, depuis, depuis la lointaine voilà, Antiquité. parce que l'Algérie, pour moi, on l'a dit, je l'ai déjà dit, que c'est le berceau de l'humanité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, nous sommes tous, comment dire, tout le monde nous en veut, tout le monde vient chez nous, tout le monde nous envahit, et on n'a fait que résister. Peut-être que on va voir maintenant, peut-être qu'en examinant un peu, j'ai parlé de travail de l'audit, en examinant un peu la résistance, on va voir les points faibles, les points forts, peut-être qu'on va déboucher sur une autre perspective stratégique. C'est-à-dire que maintenant, peut-être que... Aujourd'hui, par exemple, nous recevons les représentants, les organisateurs d'un événement qui est lié à l'énergie, justement à l'électricité et les énergies renouvelables. On a un pays continent où le soleil ne manque pas. Très bien, voilà, ça va être aussi peut-être l'enjeu dans quelques temps, hein, les ressources énergétiques. L'Algérie sera encore convoitée. Hein. Voilà, il faudrait s'y attendre. Très bien, voilà. Oui. Donc, voilà. Donc, maintenant, je crois que nous avons... c'est un potentiel. Maintenant, parce que je crois qu'il faut... On a besoin comment dire, de retouches quelque part, parce que je crois que nous avons l'essentiel, nous avons tous les éléments essentiels pour assurer un développement, pour redonner la fierté à nos enfants, pour aimer, pour être fier de son pays. Parce que si on connaît son histoire, si on connaît la résistance qui a été engagée pour défendre ce pays, on ne peut pas ne pas être fier. Et on ne peut que respecter et essayer de donner une continuité. Voilà. Ça, oui. Donc maintenant, je crois que toute la jeunesse maintenant qui sont en train de caresser le rêve de partir, je crois que ça provient d'un mauvais entretien de la mémoire, ou bien d'un entretien de mémoire insuffisant, qu'il va falloir perfectionner, qu'il va falloir améliorer. Je crois que chacun doit faire son rôle. Pas seulement, je ne parle pas d'institution ou bien d'État, moi je parle en tant que citoyen, parce qu'en tant qu'Algérien, j'ai mes enfants, ils sont en Algérie. Nous n'avons pas un pays de substitution. Je défends ce pays, abstraction faite de l'État, abstraction faite des institutions. Je crois que chaque Algérien doit faire, c'est sa responsabilité, à moins que maintenant s'il y a un autre pays de substitution, je ne sais pas. Nous sommes tenus, nous sommes condamnés à défendre ce pays. Nous sommes condamnés à trouver les ressources pour défendre ce pays. Maintenant, ces rencontres-là, ça va être une possibilité, ça va être une rencontre autour d'un livre, autour de personnages, autour de témoins, autour d'une tribu, parce que, en fin de compte, nous sommes en train de... L'Algérie, elle est traversée, en fin de compte, par le fil de la résistance,
d'eau en bas, du nord au sud, dans tous les sens. C'est-à-dire Tout à fait. c'est une toile. Absolument. C'est Oui. une toile de résistance. Maintenant, on va prendre un peu le premier nœud de la résistance, c'est Beni Mnassar. La prochaine fois, ça va être autre chose. Peut-être, en plus, ça c'est un concept nouveau, je veux dire, ça va être peaufiné. Oui. Qu'on peut déboucher sur quelque chose d'autre aussi. Et c'est vrai que là, vous allez remonter l'histoire jusqu'en 1845, c'est bien ça, 43-45, donc pour raconter l'histoire des Beni Mnassar. Bien sûr, donc bien avant, donc en 1832 déjà, Oui. ils avaient commencé, ils ont commencé déjà. C'est-à-dire que la résistance algérienne, elle a commencé bien avant, quand on revient. Maintenant, pour les Beni Mnassar, on va donner la possibilité les Balkans parce que les Balkans, vous savez qu'en 1843, après la bataille, ils ont été, comment dire, exilés, c'est-à-dire exilés, Oui, pas seulement déportés, oui. déportés, l'île Sainte-Marguerite, hommes, femmes, enfants, y compris tout le monde. C'est vrai, tout le monde avait été déporté. Je veux dire qu'ils ont été dépossédés de leurs terres, ils ont été expropriés, spoliés, et ils ont résisté. Ils ont mené une résistance farouche. Je crois que c'est la responsabilité de chacun. Pour moi, c'est un minimum. De rappeler quand En même. plus, c'est une source d'inspiration pour moi. Oui, pour vous dire, parce que excellent. sincèrement, je dis, bon, j'ai publié 2 ouvrages l'année passée. C'est un peu l'histoire parce que c'est une source d'inspiration pour moi inépuisable. C'est pour ça que l'examen de cette histoire-là nous permettra peut-être de trouver des éléments de réponse à nos problèmes actuels. Occasion pour moi de rappeler quand même l'intitulé des 2 ouvrages dont vous avez parlé à l'instant. La Voix de Biskra en est le premier, et puis Le Café Malakoff, on en a parlé dès le début de cette émission. Donc ce sont les 2 premiers jalons de toute une série d'ouvrages que vous avez mis sous le label Mon Algérie à moi. À Donc moi. c'est votre manière à vous de raconter cette Algérie. Très bien. Et vous allez donc renforcer cet effort par la présence, vous serez le médiateur Oh, de ces bien sûr, rencontres. Les rencontres algériennes, vous les avez appelées. Donc Rencontre elles sont- algérienne, voilà, pour dire aussi, parce que je voulais un peu distinguer le café littéraire au sens classique, parce que, voilà, je voulais créer un label, rencontre Oui. algérienne. Peut-être qu'on va déboucher sur quelque chose comment dire, pour redéfinir un peu l'algérianité. J'imagine, donc on va voir de nouveaux repères peut-être, on va voir de nouvelles voies à explorer. Très bien. Voilà, on va vivre sereinement en exultant toutes ces incohérences qu'on a peut-être dans Parfait, la très tête, bien, ces parfait. petites questions, les Parfait, petits questionnements merci, ici et là. ouais. Donc auront peut-être réponse grâce à ces rencontres débats. Donc on rappelle juste l'horaire si ça vous dérange C'est à pas. 14h, le samedi, alors, le 26 février, donc samedi prochain, 26 février à 14h, au niveau du centre culturel de Zeralda. Oui. Nous allons avoir le privilège de recevoir comme invité d'honneur la tribu Benassar. Très bien, merci infiniment Yahya Aboubekr. Je rappelle que vous êtes écrivain et vous serez le modérateur de... vous n'aimez pas le terme café littéraire de ces rencontres algériennes de Zeralda. Merci beaucoup. Voilà. Merci infiniment encore une fois et merci à vous d'être là avec nous. Dans un petit moment, on parlera de langue maternelle, mais avant, une petite pause musicale, pourquoi pas. ولا ظنيت تنساني تنسى وكري وحزاني وتعود غريب وبراني يستاهل لي يعشق في القلوب اللي ما يحنوش يستاهل لي يعشق في القلوب اللي ما يحنوش لو صرت نعمل جنحاني نقطع بحور وطاني ونقول لك يا للهاني ونعيد لك ما جرى بيا والقلب واش غبنو ونعيد لك ما جرى بيا والقلب واش غبنو قولوا شهرت لعياني واللي غرامها مطاني قهرني وبكاني الولف كيف سهل والفراق ما قدرت عنه الولف كيف سهل والفراق ما قدرت عنه
سكن سكاني واليوم علاش خلاني حتى تحيت مخطوف وجميع السرار بانو حتى تحيت مخطوف وجميع السرار بانو شحال سهرت الليالي وانا وحداني والدمعة نهرت عياني أنا جرابية ما جرى القيس في زمانه أنا جرابية ما جرى القيس في زمانه يا ويح اللي عاداني بلا سبب غير شفاني بعد ما سعيت وسعاني ضحيت كي طير الحاصل ما عرفت باب سجنو ضحيت كي طير الحاصل ما عرفت باب سجنو والفي واللي يهواني تما قلت بالعاني تما قوة نيراني عرفت ما نرجع ويا مشيانو عرفت ما نرجع ويا مشيانو بكاني يوريك اللي وراني ويخليك كما خلاني واللي عاتبك يا قلبي ترقان ليه ما يبانو واللي عاتبك يا قلبي ترقان ليه ما يبانو لكن كل شي فاني ما يدوم إلا الرحمن هو ارجح ميزاني هو رحيم رحمن العفو نرتجاه منه هو رحيم رحمن العفو نرتجاه منه قولوا جهلت العياني واللي غرامها مطاني قهرني وبكاني الولف كيف سهل والفراق ما قدرت عنه الولف كيف سهل والفراق ما قدرت عنه تقرايمي كلهم والفي وفداني ما فات الورد في جناني عبد الحكيم في النظام ما بكت عينه عبد الحكيم في النظام ما بكت عينه قولوا شهلت العياني واللي غرامها مطاني اقهرني وبكاني الولف كيف سهل والفراق ما قدرت عنه الولف Et voilà, tout de suite, on retrouve Yazid Ait Mahieddine. Marhaba, Swidi Ouralen. Marhaba, Swidi Ouralen, oui, c'est ça. C'est bon? Eh bien oui, c'est pour entamer... On a bien bluffé? On a bien bluffé. Après la rubrique de notre collègue
Siham? Siham qui a fait une grande. Tweet, 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 tweet. Aujourd'hui, c'était... Hier, c'était une grande. Maintenant, donc, transition toute faite pour parler de la journée mondiale des langues maternelles. En fait, hier, j'étais à la Grande Poste en train de déjeuner en paix, comme on dit, puis c'était bien, le soleil, là et tout. Et puis, il y avait une Africaine, je pense qu'elle était de Niger, et qui venait, Sadaka. Alors, je lui dis, bon, Sadaka, attendez, je suis en train de manger. Puis je lui dis, chante-moi une chanson en Hausa. Et elle a commencé. Elle a commencé à chanter Hausa, etc. Et puis j'ai dit, pourquoi ne pas parler un jour de la langue maternelle? Et puis ça a tombé aujourd'hui. Et puis depuis le 21, le Haut Commissariat à la Benzérité organise la semaine de la langue africaine à l'occasion de la journée mondiale des langues maternelles. Et ça se passe à Bni Abbas. Voilà, en fait, l'Algérie, c'est un pays où la diversité culturelle trouve tout son sens, de Tamanrasset à Tizi Ouzou, de Tahmert à, je sais pas, jusqu'à Sogara, soit à Tébessa. Donc toutes ces régions-là sont... Et de toutes les régions que vous avez évoquées, Yazid, la plus cosmopolite reste Tamanrasset. C'est une vraie plaque tournante pour le sud africain. Absolument. Et par rapport à cette journée, donc il y a la semaine, c'est du 21 au 24 dans la région de Bni Abbas, et il y a aussi la semaine des langues africaines avec l'Académie africaine de la culture. Donc il y a aussi et puis avec la contribution de la télévision, de la radio, de l'APS et du Centre international de presse. En fait, je voulais dire qu'il y a aussi une langue qui est un peu mystérieuse, cette langue, parce que c'est pas du Tamazight, c'est pas de l'arabe, c'est pas du Hausa, c'est pas du Bambara, c'est le Korangi. D'accord, ça vient d'où ça? Le Korangi, en fait, c'est une langue africaine, et c'est les populations, donc les citoyens de la région de Teb el Bella, qui parlent encore cette langue. Et puis Mais Teb el Bella, c'est chez nous. Oui, c'est chez nous. C'est chez nous. Oui, c'est chez nous. Et nous, on est au cœur de l'Afrique aussi. Oui, tout à fait. Voilà, voilà. Teb el Bella, c'est chez nous. Donc le Korangi, c'est une langue, donc il faut encore chercher, travailler sur la syntaxe, sur le lexique, sur les structures de cette langue maternelle, où beaucoup de Teb el Belli parlent encore cette langue, et puis elle est aussi écrite parce qu'il y a même des manuscrits qui sont écrits, en fait, transcrits dans cette langue. Voilà, donc en fait, aujourd'hui aussi, le Haut Commissariat à la Benzérité va se pencher, en fait, sur l'étude de cette richesse linguistique et de cet apport, de cet enrichissement, parce que personne... Enfin, c'est une langue qui est restée un peu méconnue quand même, voilà. Oui, dans l'intramuros, mais ça fait peut-être 6 ans, 7 ans qu'on commence à parler en fait de l'existence de cette langue pour dire que l'Algérie est un continent et que les richesses sont inestimables. Puis, déjà, pour ne citer que l'amazigh chez nous a plusieurs variantes, donc à travers le pays. Donc on soit, déjà dans la Kabylie, on a le langage de la petite Kabylie, la grande Kabylie. Il y a la aussi de la région de Aoukas, etc., qui est aussi riche. Il y a un grand linguiste chercheur, M. Hamani, qui a travaillé en fait sur le Tassahlit, où c'est une richesse parce que c'est une langue qui est un petit peu... Tassahlit, c'est par rapport au littoral, Sahel, et c'est une langue assez à riche. Cherchel aussi, on a des survivances. Oui. Cherchel, c'est la langue Tashinwit, ou puis il y a le Tabzavit, il y a etc., le Zénet aussi, et il y a aussi dans la région aussi de Naama, de Ain Sfara aussi, il y a aussi le Zénet, il est parlé aussi dans cette région. Donc, ce que je voulais dire, il y a aussi maintenant beaucoup de littérature, en fait, qui s'intéresse. D'ailleurs, nous l'avons reçu sur ce plateau, celui qui a écrit le premier Fahla, donc le premier... Oui, Fahla, donc c'était l'ouvrage en Derja. Oui, en Derja, donc c'est aussi... Derja, c'est une langue maternelle aussi. Tout à fait. Donc, certains sont nés avec cette langue, ils l'ont
Dérivé de l'arabe, Oui, mais qui a ses codes, qui c'est a pas ses... uniquement dérivé de Oui. l'arabe, enfin il a son propre Oui. génie, il a sa propre syntaxe, il peut être de l'arabe, du tamazight, des langues anciennes aussi qui ont existé. Par exemple, quand on va dans la région dans la ville de Malte, Oui. il y a une similitude avec l'arabe, avec l'algérois aussi, donc il y a vraiment, c'est très riche, donc il n'y a pas de rupture, il y a des complémentarités entre les langues. Il y a aussi, parce qu'il y a... La Méditerranée, Oui, ça la bougeait. Méditerranée. En Méditerranée, il y avait énormément de mouvements et Et puis on d'échanges. n'a pas uniquement la Méditerranée, parce que il y a des gens qui sont venus des Balkans, ils sont venus des pays nordiques. Nous connaissons Mourad Raïs qui est venu de Haarlem, de Hollande. Il y a aussi Becin Al-Pecini donc, qui est venu d'Italie. Donc il y a quand même, Alger, c'était vraiment c'était un peu le carrefour des civilisations, c'était un lieu de brassage et de métissage de langues. Et aujourd'hui, on le trouve. Il y a des mots peut-être qu'on n'arrive pas à leur trouver de sens, mais si on cherche... Mais avec une petite recherche, on pourrait tomber sur un mot bien espagnol, sûr. un mot Oui. voilà, maltais, pourquoi pas. Oui, il y a des mots... Malte. Oui, les Maltais Ça étaient peut, à la ça peut casse. être italien, ça peut Le être... Maltais, il avait son statut dans la ville d'Alger. C'était celui qui était c'était le crémier en fait. Il avait sa chèvre, il faisait le tour des maisons pour un peu Vendre son lait. vendre son lait. Donc il y a aussi Son fromage. cette présence. Je voulais dire aussi donc par rapport à cette journée, c'est aussi un hymne à la diversité culturelle et que l'ONU donc Oui. à travers l'UNESCO, c'est en 1997 que cette journée, le 21 février, a été proclamée donc journée internationale. Et par la suite, il y a eu deux résolutions des Nations Unies, la 56-262 et la 16-266, qui visent à promouvoir et à encourager donc l'utilisation des langues maternelles. Alors, quel est le premier mot que tu as utilisé à l'âge de, je sais pas, 2 ans, 3 ans? Quel est le premier mot, la première phrase? Mais voyons, Yazid, à 2 ans, je ne me rappelle pas. Ah, tu l'as... Je ne me rappelle Quand vous êtes comme ça un grand... Je sais pas, hein. Franchement, je sais pas. J'ai peut-être commencé par dire papa ou maman, ou je sais pas moi. Je Bon, sais pas. et la première berceuse, allez, première berceuse. Ouh là là. Ah, moi, ça y est, ça s'est effacé. T'as oublié, Désolée. tu as tout oublié. Je me rappelle par contre de ma grand-mère qui jouait avec mes doigts et qui chantait quelque chose dont je ne me rappelle pas. Quelque chose comme ça, voilà. Tu vois les Majid Et c'était amusant parce qu'elle nous faisait manger quelque chose juste après. Ou alors c'était ça les chatouilles. Oui. Oui, donc... Mais moi je suis perdue, hein, mais j'ai ma langue maternelle, donc la maman est d'Alger, le papa est de Constantine, donc ma langue... C'est une richesse, hein, c'est une richesse. Après, dans le quartier aussi, on apprend des choses, on apprend des chants. Oui, on a apprend vécu dans d'autres villes, Oui. donc on s'est imprégné de ces villes, et donc du coup, ma langue maternelle a subi quelques modifications. Il y et a quelques eu même des mutations. chants onomatopiques qu'on ne comprenait pas. Oui. Et mais la touri kabanta fiaro, afero, afero, afero. Hey! Alors, vous avez fait des recherches ou pas? Là, c'était spontané. Ça venait tout seul. Ça vient tout Et seul. tout le monde comprenait, c'est ça qui ben, était je savais miraculeux. pas. Dans le quartier, on entendait comme ça des voix, des trucs onomatopiques, Tout à et puis on enregistre et on parle. Et puis on revient à Canal Algérie, bonjour d'Algérie, pour le dire à la journée internationale des langues maternelles. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, Yazid. Et puis, nos pensées à tous ceux qui nous ont quittés, à toutes les grands-mères, les mères et tous ceux qui ont laissé un legs parce que les grands-mères, il fallait les enregistrer parce que c'est des bibliothèques en fait. C'était des trésors en matière de contes, en matière de maximes, en matière de proverbes et tout ça fait partie de cette culture qui est c'est pas du folklore parce qu'on dit que c'est du folklore, mais c'est une culture à part entière. Ça forge. Ça forge parce que quand il y a un adage populaire, il ne vient pas du néant, il vient d'une histoire qui était très bien racontée par nos grands-mères et on garde l'essence de cette histoire dans cet adage qui a été lui
transmis de génération en génération. Oui, parce qu'il y a eu mais on des aurait langues. aimé garder quand même les histoires. Oui, en fait, il y a eu des langues écrites, on pense que c'est des super langues, etc., et des langues non écrites. Oui. Et on voit par exemple les Américains, par rapport à la conquête de l'Ouest, comment ils ont fait avec les Indiens. Et Oui. puis les Indiens ont tout perdu, parce qu'aujourd'hui aussi, avec la déforestation, avec le capitalisme, etc., l'impérialisme, qui travaille aussi sur la déforestation, c'est un crime aussi, parce que même les populations de l'Amazonie souffrent et puis perdent aussi leur langue et leur culture, etc. Et on le voit aussi avec, il y a aussi d'autres populations comme les Samis dans les pays du Nord, etc. Donc il y a toujours cette présence, surtout en Amérique latine, il y a énormément de langues maternelles. De Et puis n'en parlons pas, enfin sans oublier l'Afrique. En Asie. L'Asie aussi, puis même en Afrique. L'Afrique, on a beaucoup de langues en fait, le Hausa, le Bambara, le Wolof, etc. Donc, puis le Kuranji, il faut qu'on en parlera la prochaine fois avec beaucoup de détails. Avec plaisir, Yazid. Et c'est vrai que c'est intéressant. Siam Kenouch le disait aussi, donc elle essaye à sa manière de fouiner, de chercher, etc., dans cet héritage immatériel. Mais c'est vrai qu'on salue à ce propos les efforts fournis par la direction de la culture de Tizi Ouzou qui a permis aussi de sauvegarder pas mal de contes populaires. Et bien, le centre de recherche, le CNRPH, qui se penche aussi sur cet héritage. Le CNRPH, voilà, qui a approfondi un petit peu la recherche. Il y avait avant aussi même un centre de la culture populaire à Tlemcen qui a travaillé aussi sur beaucoup d'aspects de la culture populaire. Bon, je rappelle que du 21 février au 24, donc c'est la semaine de la culture africaine, à l'occasion également de la célébration de la journée internationale des langues maternelles organisée par le Haut Commissariat à la Mazirité. Voilà, donc, vous pouvez en profiter si vous êtes du côté de Beni Abbès. Donc voilà, ça se passe dans ce lieu féerique. C'est une belle région, Beni Abbès, hein? Oui. C'est une belle région. Féerique, il y a beaucoup de choses à voir à Beni Abbès. C'est un haut lieu de tourisme. Un haut lieu de tourisme. Même le film Théo Sahara de Bernardo Bertolucci a été en fait tourné à Beni Abbès. Voilà. Beni Abbès, donc cette perle du sud algérien, donc qui reçoit ce bel événement. Merci infiniment, Yazid Aït Mahieddine. On attend peut-être la semaine prochaine, peut-être on va revenir avec plus de détails sur cette journée et surtout la langue Kuranji. Entendu, avec plaisir. Et il y a un même détail aussi dans l'histoire. Dans l'histoire, pendant avant la période ottomane, pendant la régence d'Alger, avec l'arrivée des Morisques, Alger était la capitale la plus cosmopolite du monde. On parlait plusieurs langues, toutes les langues, voilà. Effectivement, ça c'est vraiment bien de le relever. Et ce qui est bien aussi, c'est que la langue algérienne est déliée à telle enseigne que l'algérien peut parler n'importe quelle langue. N'est-ce pas? Oui, et puis il y a eu cette chanson. Et puis tu fredonnais cette chanson chez Alet Laïani, qui, rappelons-le, était aussi était une reprise de Bissami Mucho. Tout à fait, il y a un lien entre les deux chansons, donc un peu de fado, hein. Ça a fait du bien ce matin. Ah bah oui. Voilà. Merci. Denden. Merci à Denden, oui, de reprendre. Merci aussi à vous d'être avec nous ce matin. Donc après ce moment très sympathique passé avec Yazid Aït Mahieddine, je vous propose de retrouver aussi un autre membre de l'équipe, c'est Ahmed Bouraïeb, pour le meilleur de l'actualité sportive. Et c'est dans un petit moment après ceci.
Voilà, c'est sur cette belle voix d'Idir que nous retrouvons Sid Ahmed Bouraïb ce matin. Bonjour Sid Ahmed. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Bien? Ça va. On a failli sans... Voilà, on a voyagé avec ce rythme d'une grande douceur. Bienvenue. Merci. Allez, on parle de sport, donc on va reprendre toute l'énergie. Allez, on va parler tout d'abord de ces Jeux méditerranéens, donc très attendus à Oran, n'est-ce pas? Oui, comme toujours, la dernière ligne droite. Donc, une délégation du Comité international des Jeux méditerranéens, conduite par le président en personne, l'Italien Davide Tisano, a effectué une visite à Oran pour s'enquérir des derniers préparatifs. Alors, le président du comité international a aussi tenu des réunions avec les membres du comité d'organisation et le commissaire Mohamed Aziz Darwaz, la délégation du CIGM, qui a aussi profité de l'occasion pour visiter les installations sportives et hôtelières désignées pour CJM. Très bien. Donc, ils étaient satisfaits. Donc cette rencontre donne suite à plusieurs qui ont précédé justement à l'effet d'examiner justement l'évolution de la préparation en Algérie, à Oran en particulier. Et à chaque fois, on constate que le taux d'avancement, ça avance très bien et donc Oran est bel et bien prête pour les JM. Ah bah c'est excellent, donc bonne nouvelle. Il me semble que quelqu'un va nous offrir une petite déclaration. Bien sûr, on va entendre le président du comité international, l'Italien David Tisano, et Aziz Darwaz, le commissaire des JM. Et c'est parti. Les Algériens doivent être fiers du travail accompli par le comité d'organisation et des efforts des autorités algériennes afin d'assurer la meilleure organisation de la prochaine édition des Jeux méditerranéens. De notre côté, nous sommes disponibles pour apporter le soutien nécessaire au comité d'organisation et nous sommes également optimistes quant au succès de cet événement sportif. La délégation va poursuivre sa visite avec l'inspection des infrastructures sportives. Cette première visite du président et du secrétaire général du Comité international des Jeux méditerranéens dans la ville d'Oran est une occasion pour eux de s'enquérir de près des préparatifs de ce rendez-vous sportif. Et cela après avoir reçu des rapports périodiques à ce sujet du comité de coordination et affiliés. Ces contacts directs avec la plus haute instance sportive méditerranéenne profitera à notre comité qui bénéficiera des conseils de M. Tisano et ses assistants pour rendre la meilleure copie possible des Jeux méditerranéens d'Oran l'été prochain. Donc voilà. Et bien sûr, les athlètes, j'imagine, suivent le rythme des préparations à ces compétitions internationales de haut niveau. Et on les découvrira prochainement, certainement dans les éditions de Bonjour d'Algérie, entre autres. Mais aujourd'hui, on va parler d'une discipline en particulier qui sera aussi mise en valeur lors des Jeux méditerranéens, le volleyball. Oui, bien sûr, et le déroulement de la 12e journée du championnat national dames. Alors, on a choisi une belle affiche entre le Mouloudia d'Alger et l'équipe de Sdor. C'était le 2e contre le 3e. Donc, on va voir le reportage. D'accord, avec plaisir. Le début de match est entamé de fort belle manière par les Mouloudiens. Malgré la tentative des poulains de Saleh Abdelkrim de revenir au score, ils échouent face à cette équipe. Score au premier set, 25-20 en faveur des locaux. Le deuxième set est semblable au précédent, une domination totale de la part du MCA qui l'emporte 25-15. Lors du troisième set, les Mouloudiens déroulent et terminent cette partie avec un score large de 25-12. C'est-à-dire qu'on n'a pas démarré la saison normalement. On a démarré la saison au mois de décembre. Très en retard. Si on a commencé la saison, début de saison, c'est-à-dire mois de septembre, ça a été mieux. C'est-à-dire il y aura des actions mieux, c'est-à-dire même l'adversaire, c'est-à-dire on peut jouer à l'aise. Pour moi, d'abord le résultat m'importe peu, mais beaucoup plus c'est un petit peu je cherche un bon rendement pour la suite du championnat, ça veut dire la deuxième phase. Voilà. Donc on prépare beaucoup plus la deuxième phase au lieu de chercher le résultat. Ça veut dire qu'on a essayé d'appliquer un petit peu sur le terrain les choses qu'on a un petit peu travaillé au niveau de l'entraînement. Donc, alhamdoulilah, l'essentiel, ça, et surtout, il y a une bonne prise de conscience et une bonne assiduité sur le travail.
Une victoire méritée qui permet au MCA de grimper à la 3e place au classement général alors que Seddouk est 2e. Donc voilà une belle affiche entre le 2e et le 3e. Et comme l'a si bien dit le coach du Mouloudia, le MCA qui revient en force après quelques problèmes rencontrés en début. Ils sont victorieux, mais ils parlent de problèmes, alors que bon, le coach Bon, de c'est derrière les Seddouk, oui. problèmes, heureusement pour eux. Donc, oui, heureusement qu'ils... ouais, voilà, ouais. donc c'est un retour en force, puisque 3-7-0, c'est quand même un résultat remarquable. Ouais, on peut dire même que le Mouloudia est le favori pour le titre. Donc après ces problèmes de début de saison, avec le passage de GSP à MCA, donc tout ça c'est derrière, ça c'est n'a loin. pas ébranlé la confiance ni la positivité du coach donc, de Seddouk. On a vu l'intervention là, à l'instant, il est très confiant, il parle de préparation quand même aux étapes suivantes, il fait fi de ses résultats et c'est pas mal ça. C'est pas mal. Quand on est entraîneur, on a une vision à long terme, Oui. mais on gère match par match et c'est la clé du succès. Il faut toujours un vainqueur. On peut avoir la chance de vaincre et comme on peut aussi échouer parfois. Donc, ça fait partie du sport. Oui, un sport qui ressemble aussi. On a une balle au milieu de quelques joueurs. Il s'agit du basketball cette fois-ci. Oui, du basketball et une autre équipe, celle de Considère, une jeune et talentueuse équipe qui est détentrice de la Coupe fédérale de la saison passée. Mhm. Donc, Linda Teboul a fait un gros plan sur cette équipe, alors on va suivre le reportage. Tout de suite. Les bonnes conditions, l'organisation et un management efficace sont les éléments essentiels de la réussite d'un club sportif et c'est le cas du tenant du trophée, l'équipe de Considère. السبور دركا ولا كلش بلي كونديسيون عندك لي كونديسيون تقدر تخدم ما عندكش تلقى ديفيكولتي تولي ما تخدمش باسكت تولي تخدم حوايج واحد اخرين باغ اكزومبل نقولوا تحوس ويطوطي ما عندكش لي بالون ما عندكش ترونسبور كيف راح تتعامل مع لي زاتليت مي كي يكونوا عندك هادو ينقصوا لك 70% تاع تولي لوطرينور يولي كونسونطري غير على الخدمه تاعو بريزيدون المسؤولين تاع الفريق واقفين عليه دونك اوتوماتيكمون تكون هاد لومبيونس وهاد لا بروغريسيون تاعهم. Je pense que depuis tout mon parcours sportif, c'est le groupe le plus stable, je dirais, parce que on est des jeunes, on a tous le même objectif, on travaille tous pour le même objectif, surtout que les coachs, ils sont toujours là pour nous, ils nous motivent, ils nous poussent à faire mieux, on donne la chance à tout le monde, genre, que ça soit jeune ou la kbir ou là il a de l'expérience, c'est tout le monde qui a eu la chance de prouver ce qu'il a. Un seul objectif qui réunit toute l'équipe, c'est de prouver sa place et pourquoi pas un second trophée. Premier objectif c'est نطلعوا النيفو تاعنا هذا هو الاول دوزيام اوبجيكتيف ان شاء الله باش ندو نفيزيو رانا نفيزيو على لاك كونفيدرال كيما دينا العام اللي فات لازم دائما نحافظوا على هذاك لو تيتر اي التروازيام اوبجيكتيف بيان سور نفيزيو جوغ نلعبوا انترناسيونال بوكو بلوس جوغ شامبيون عرب كوب عرب دونك سيت اني ان شاء الله نكونوا كاليفي لا كوب فيدرال كيما لاني باسي ان شاء الله ندوها ان شاء الله on espère faire atteindre l'objectif là رانا حابينه et faire voilà نطلعوا لهم اعلامهم كما يقولوا Considère. Merci Linda. En seulement 4 années d'existence, le club de Considère s'est fait un nom et est devenu un sérieux candidat pour le titre du champion. Voilà, on leur souhaite bonne chance à toutes ces jeunes dames qui sont très très sympathiques et dynamiques. Oui, donc voilà, bravo à cette équipe de Considère. Et il n'y a pas que cette équipe, il y a beaucoup d'équipes comme ça, de jeunes équipes. C'est une des équipes les plus nanties en termes de moyens. On a vu le Mouloudia tout à l'heure en handball. Ils ont beaucoup plus de moyens que certaines équipes et ça aide beaucoup, le coach le disait, ça favorise l'évolution vers des résultats, vers des performances, de mieux en mieux. Si on leur donne encore un peu plus de moyens, ils feront plus, c'est normal. Et il n'y a pas que l'équipe de Considère, il y a dans plein de disciplines d'autres petites équipes, comme l'équipe de Considère, elle n'a que 4 ans d'existence, ils ont gagné la Coupe fédérale l'année passée, donc faut ils vraiment, espèrent réitérer donc l'expérience cette année, c'est bien. Elles ont envie, la détermination et bon courage à elles. Bon courage, elles sont toutes belles, toutes dynamiques et pleines de ferveur, Inch'Allah, on leur souhaite toute la réussite. Donc
On reste dans le sport féminin. On rappelle que l'équipe nationale de football jouera demain son match retour face à l'Afrique du Sud pour essayer de se qualifier à la CAN. Donc malheureusement, l'équipe qui s'est inclinée au match aller 2-0. Donc ça sera demain le match retour et on leur souhaite aussi bonne chance. C'est un match décisif donc pour cette équipe. Oui. Important. Oui, c'est le dernier match avant la CAN et il faut absolument qu'elle gagne pour accéder justement à cette compétition continentale. On leur souhaite aussi bon vent, bonne chance à toute l'équipe féminine de football algérienne. On vous aime beaucoup et on sait que vous êtes des battantes. Allez, tenez le coup. Inch'Allah. Et en parlant de football, on rappelle que le championnat de Ligue 1 va reprendre ce week-end, Inch'Allah, avec une belle affiche sur Canal Algérie. Ça sera Mouloudia d'Alger Chabab Belouizdad. Donc ça sera en direct sur Canal Algérie à partir de 14h30. Un derby algérois. Oui, une très belle affiche. Très belle affiche, le double effectivement. champion en titre et le Mouloudia aussi qui joue le podium cette saison. Une pensée pour quelqu'un qui est au-dessus de nous dans l'étage supérieur, qui est un fervent supporter des Chabab Belouizdad. Et puis on termine avec cette cérémonie qui a retenu les souffles de pas mal de spectateurs de par le monde, une culture haute en couleur, n'est-ce pas? On parle bien sûr des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, une très belle cérémonie de clôture qui était sous le thème du flocon de neige. Et on rappelle aussi que ces Jeux ont été remportés par la Norvège qui ont raflé la mise avec 16 médailles. Oui, super. Donc, on voit rapidement donc les images. Donc, à la fin de la cérémonie, le président du comité international olympique a donné le drapeau olympique à l'Italie qui accueillera la prochaine édition. Ça sera en 2026. En 2026, l'Italie. Et puis sans plus tarder, nous avons les dernières notre dernier invité qui vient d'arriver. Voilà, encombrement et trafic. On le sait, Nassima Messaoudi, vous êtes l'organisatrice du Salon de l'électricité et des énergies renouvelables. Oui. Vous venez pour annoncer ce bel événement qui est important. Oui, bonjour. Merci pour l'invitation. Excusez-moi pour le retard. Tout excusé. Donc, oui, nous sommes à la veille de l'ouverture du salon, de la 5e édition du Salon de l'électricité et des énergies renouvelables, qui revient cette année. C'est difficilement avec la conjoncture, le Covid, la crise, mais alhamdoulilah, on est là aux portes du salon. Donc, nous accueillons près de 60 exposants. Nationaux, internationaux. Très bien. Avec tout un programme de conférences, d'ateliers, de workshops pendant 4 jours, c'est-à-dire du 23 au 26. Très bien. Donc la participation a été quand même assez conséquente durant la 4e édition. C'est ce qui vous a encouragé. Bien sûr, voilà, il y a eu le même engouement cette année. Absolument, absolument. Surtout que l'année passée, c'était vraiment encore plus difficile. On a fait l'ouverture, on était les premiers à réouvrir les événements économiques post. Et donc, ça nous a encouragés. On revient cette année avec plus d'engouement, plus d'entreprises dans le secteur du solaire. Beaucoup plus, nous avons aussi le pôle universitaire avec beaucoup plus de clubs scientifiques et d'universités qui seront présentes aussi à l'événement cette année. D'accord, c'est une plaque tournante qui permettra à tous ceux qui sont impliqués dans l'enjeu énergétique, on dira, donc l'énergie verte, aussi l'économie donc basée sur le développement durable. Donc vous allez donner toute cette impulsion à cette écoutez, dynamique. On a essayé de rassembler tous ces opérateurs dans le secteur de l'énergie, donner une dynamique et essayer de les rassembler tous, que ce soit organismes de réglementation, petites, moyennes et grandes entreprises, start-up, universités, clubs scientifiques, centres de recherche, essayer de donner une dynamique via des conférences avec des experts qui vont essayer de débattre sur toute cette dynamique, tout cet engouement vers les énergies renouvelables, les énergies vertes.
Donc on va essayer de donner un plus et de faire transmettre cette information, de sensibiliser surtout et de vulgariser ce secteur du renouvelable et de l'électricité. Qui fait partie des priorités majeures de l'État algérien actuellement à travers le programme national justement lié au développement justement des énergies renouvelables. Justement, nous sommes, je remercie par la suite le ministre de l'Industrie qui parraine cet événement cette année, cette 5e édition. Et justement, ça tombe avec tout la feuille de route tracée par le président de la République pour et le secteur de l'électricité et la filiale électrique justement et le secteur du renouvelable. Donc tout ce monde sera au rendez-vous demain, le 23 à la SAFEX, en espérant donner, on va dire, oui, start-up. Démarrer tout cela. Voilà, tout à fait. Donc, voilà, il y aura des solutions, il y aura des réflexions communes autour de cette question du développement durable et de l'énergie, de l'électricité et de la production industrie électrique également. Merci infiniment de nous avoir permis d'annoncer l'événement. Donc, ce sera au niveau des pas maritimes. À la SAFEX, du 23 au 26, pavillon Casbah. Donc, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Et de quelle heure à quelle heure? Donc, c'est à peu près de 10h à 18h. Et c'est ouvert à tout le monde. À tout le monde. Très bien. Merci beaucoup, Nassima Messaoudi. Je rappelle que vous représentez Advision Al Jazair, l'organisateur de cet événement au profit de tous les acteurs de l'électricité et d'énergie. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à ceux qui sont avec nous ce matin. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.